Janvier, c'est le mois des taux. L'inflation a beaucoup de défauts, mais elle a une qualité. Elle permet aux produits d'épargne sans risque d'afficher des performances qui nous auraient fait rêver il y a juste 12 mois. Le PEL, donc pour mémoire, son taux est défini en fonction de la date d'ouverture, passe à 2% pour tous les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2023. De même, le livret A est déjà à ce niveau-là et il devrait dépasser les 3%. On aura l'info mi-janvier. Quand on fout en euros, les premières annonces sont dans la même direction avec des taux en forte hausse. On parlait aussi avec les années des livrets bancaires qui étaient des vrais produits d'appel, le livret ING, le livret Boursorama, des produits qui du coup avaient totalement disparu. Et ben ils sont aussi de retour. Bref, la hiérarchie est légèrement bousculée. Assurément, Georges, et du coup le monétaire redevient une classe d'actifs. Ça va le rappeler le bon temps au vieux de la vieille, à cette époque où le monétaire était considéré comme un placement roi. Alors, cela dit, on va être honnête, il faudrait quand même pas que l'inversion de la courbe des taux dure trop longtemps parce que ça mettrait quand même très largement à mal le discours qui a été tenu par la place sur le risque au cours des dernières années. Oui, je vous disais, donc le 1er janvier, c'était la date, le lancement, le nouveau taux du PEL, la fin du timbre rouge à la poste, il y a eu plein de choses et c'était aussi une grande date pour le règlement européen PRIPS. On en parle depuis des années avec les CGP, et cette fois, il entre en application pour tous les fonds, y compris ceux qui bénéficient d'une dérogation. Les CGP ont eu depuis de nombreuses années un énorme travail pédagogique pour expliquer les fonds, expliquer le risque à leurs clients. Et il faut recommencer. Vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Historiquement, nous avions le KID en anglais ou le DIFI en français, et maintenant on a le KID et le DIC. Concrètement, c'est quoi ? On a retiré un i dans chacun des mots. Bon, retirer un i, c'est bien gentil, mais derrière, c'est quoi ? Maintenant, le CGP, il doit remettre à son client un A4 sur 3 pages, très normé et totalement obligatoire. Du côté du risque, l'échelle de risque, elle est toujours de 1 à 7. Vous allez me dire, ah, génial, enfin quelque chose qui change. Ah, pas du tout. L'échelle de risque change parce que l'indicateur n'est plus le SRRI, mais le SRI. Et ce R en moins, il change beaucoup. De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux. Du coup, ça peut être très confusant pour l'épargnant qui peut avoir l'impression que le fonds est devenu beaucoup moins risqué alors que ce n'est pas du tout le cas. De même, on ne parle plus de performance passée, mais de performance attendue avec 4 scénarios de performance: tension, défavorable, intermédiaire et favorable. Et désormais, on ne parle plus donc de performance passée, mais de gains potentiels en pourcentage et en euros sur 1 et sur 3 ans. De même, les fonds n'ont plus de frais, mais ils ont des coûts. Ces coûts sont détaillés au fil du temps avec leur composition. Bref, vous pouvez imaginer que les équipes marketing des sociétés de gestion, comme les équipes compliance, ont dû s'arracher quelques cheveux au mois de décembre pour sortir toute cette documentation. Et les étudiants pourraient s'amuser à faire une thèse sur le thème de l'utilité et de la pertinence des réglementations européennes. Donc, genre, à l'évidence, ça, au cas où on n'aurait pas compris, il est clair que le sujet des coûts est un sujet majeur pour les autorités. Sur les performances passées, mais qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir une leçon pédagogique, c'est que on considère que le passé est connu et que l'avenir est incertain. Cela dit, on va être très honnête. Cette nouvelle réglementation européenne, très clairement, est une régression, notamment sur l'information des épargnants. Oui, et vous parlez des autorités. Alors, on va ouvrir un chapitre sur l'autorité des marchés financiers. Son rôle, c'est quoi ? C'est de protéger les épargnants et, entre autres, de les mettre en garde contre des placements trop beaux. Elle nous met en garde en ce début d'année avec un certain nombre de plateformes qui proposent à un public d'investisseurs particuliers, souvent via Internet, donc plutôt des investisseurs jeunes, des produits géniaux qui vous permettent de vous constituer un patrimoine immobilier et ou d'avoir des rendements locatifs en participant à des levées de fonds pour financer l'acquisition de biens, principalement immobiliers. Elle nous dit attention, faites grande vigilance avec ces produits-là. Très souvent, c'est pas aussi beau que c'est annoncé. Du coup, ça veut dire quoi ? Encore une fois, nous ne pouvons qu'encourager les épargnants à aller voir des CGP. C'est leur rôle d'aider l'épargnant à trouver les bons produits qui lui correspondent et de faire la bonne sélection de produits. C'est bien que je le dise moi, mais c'est encore mieux quand je constate qu'avec l'étude annuelle Global Investor Day Study 2022 de Schroders, on constate bon an mal an la même chose. Les investisseurs particuliers les plus experts, donc ceux dont on pourrait penser qu'ils n'ont pas besoin d'un CGP, au contraire, c'est eux qui font le plus appel à des conseillers financiers. Ils sont statistiquement le plus nombreux à faire appel ou même à déléguer leurs investissements à ces professionnels.
Restons avec l'AMF et son rôle protecteur des épargnants, c'est le leitmotiv de sa nouvelle présidente, Marie-Anne Barba-Layani. Et l'AMF, on l'a vu un peu partout dans la presse, vient de sanctionner fortement cette gestion H2O Asset Management avec 75 millions d'euros de sanctions pour la société de gestion, auquel il faut ajouter 18 millions d'euros de sanctions pour ses dirigeants. Seul petit problème, l'épargnant a été lésé et pourtant, cette sanction, elle va dans les poches de l'AMF et donc dans les poches de l'État. Un peu étrange. Il faut quand même noter que la société de gestion et les dirigeants ont fait appel devant le Conseil d'État de cette sanction et de même, H2O a, dans la foulée, changé son organisation et a commencé à rembourser les fonds cantonnés. Vous l'avez dit, Georges, la sanction, si elle est confirmée, donc en appel, ça ira dans les poches du Trésor public et pas des épargnants. Et ça pose d'ailleurs très clairement le sujet du dédommagement des épargnants. C'est un sujet de place. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se battre. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui ont été annoncées de procédures à l'encontre de H2O par un certain nombre d'avocats ou de groupements. Et sur le fond, on peut quand même, sujet de place, réfléchir, savoir si la défense des épargnants est un sujet ponctuel quand il y a des problèmes, ou si finalement ça doit être une situation structurelle sur la place. Ça aussi, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une thèse. Oui. Et autre sujet qui risque de nous occuper fortement dans les prochains mois, la réforme des retraites. La Première ministre Elisabeth Borne présente aujourd'hui la réforme. Est-ce qu'elle passera, qu'elle ne passera pas? A priori, on semblerait dire qu'ils aient trouvé avec la droite une majorité à l'Assemblée, mais il reste la pouvoir de la rue. Est-ce que les Français sont dans la rue? Est-ce que les syndicats vont soutenir, pas soutenir? On verra ce que ça va faire et avec un gros impact pour nous. Quel impact sur les finances des particuliers? Quel impact sur le PER? Quel impact sur la croissance si tout le monde va dans la rue? Bref, beaucoup de sujets à discuter. Et quel impact sur le marché et quel impact sur le marché de l'épargne retraite? Parce que très clairement, on ne va pas se voiler la face, cette réforme, elle aura pour effet une baisse des pensions des actifs et donc potentiellement la volonté des individus d'améliorer leur retraite future en épargnant par leurs propres moyens. Merci beaucoup, Georges, pour ce journal. Et j'invite les fans de votre mercato à vous retrouver sur LinkedIn et plus encore pour le mercato du mois avec les mouvements humains, mais également les mouvements capitalistiques. Merci, Georges. On se retrouve le mois prochain. Tout de suite, c'est le G3 Bourse.